Il entendit les cris désespérés de Plum appelant à l'aide et s'empressa de lui demander où elle se trouvait. La scène se déplaça alors vers Plum, perché au bord d'une falaise, acculé par le chef imbécile et sa bande de sous-fifres. Le leader ricana, notant que Plum avait réussi à leur échapper un certain temps, mais qu'à présent, elle n'avait plus d'issue. L'un des sbires l'exhorta à se rendre sans résistance, lui promettant qu'il ferait en sorte qu'elle se sente bien en montant au ciel. Mais Plum jeta un coup d'œil vers le vide vertigineux sous ses pieds et pesa rapidement le pour et le contre. Dans un élan de courage désespéré, elle se jeta dans le vide, laissant ses poursuivants figés, bouche bée. La chute fut vertigineuse. Les yeux fermés, Plum se prépara à l'impact. Elle s'écrasa avec une telle violence que sa tête se mit à saigner et son corps se transforma en butin. Le chef, impressionné malgré lui, reconnut sa détermination. Il fallait une sacrée volonté pour choisir la mort de son propre chef. Pendant ce temps, notre protagoniste reçut un message de Plum. Elle lui expliquait qu'il n'avait pas besoin de venir la sauver. Elle était déjà morte et avait réapparu dans la ville de départ. Elle précisa que la douleur de sa mort avait été insoutenable, mais que, heureusement, les durées de vie échangeables du groupe étaient gérées par leur capitaine, Wang Meng. Le protagoniste lui répondit de l'attendre en ville et lui promit de lui remettre sa part du butin à son retour, ce qu'elle accepta volontiers. Soulagé, il poussa un profond soupir et reporta aussitôt son attention sur les trésors récupérés. Cette fois, la récolte était fructueuse. Sa durée de vie échangeable venait de grimper à 3115 jours, et ses points d'évolution atteignaient désormais 21. Il envisagea d'améliorer sa compétence, main de l'avarice, mais une notification du système s'afficha. La compétence avait déjà atteint le rang épique et nécessitait 10 fois plus de points pour être améliorée davantage. Le système lui proposa de dépenser 210 points d'évolution pour faire évoluer la main de l'avarice. Comprenant l'exigence des niveaux supérieurs, il réalisa qu'il n'avait pas encore les ressources nécessaires. Il opta donc pour une amélioration de ses compétences offensives. En augmentant sa puissance de frappe, il pourrait affronter des boss plus coriaces et récupérer ainsi encore plus de butin. Alors qu'il lançait la mise à niveau de ses compétences d'attaque, une lumière dorée l'enveloppa. Une nouvelle fenêtre du système apparut. Son attaque, frappe d'ombre instantanée, venait d'évoluer du rang platine au rang diamant. Cette amélioration étendait la portée de son attaque directionnelle, passant de 21 à 24, puis à 27 mètres. De plus, la durée de son invisibilité passait de 7 à 8, puis à 9 secondes, lui permettant d'enchaîner entre 5 et 7 frappes sur tous les ennemis sur son passage, prolongeant la durée totale de la compétence de 10,43 secondes. La longueur de chaque frappe augmenta également, passant de 3,1 à 4,1 mètres, avec 300 points de dégâts supplémentaires par coup. Une nouvelle notification lui indiqua qu'il avait dépensé au total 10 points d'évolution, ne lui en laissant plus que 3. Sa compétence initiale, amélioration du coup dans le dos, avait elle aussi atteint le rang or, doublant les dégâts infligés en traître de 15 à 30%. Contemplant sa main encore illuminée d'une lueur dorée, notre protagoniste constata qu'après 2 évolutions de la frappe d'ombre instantanée, les dégâts avaient doublé. Désormais, même sans être en mode furtif, il pouvait infliger 3000 points de dégâts grâce à l'effet de rupture de camouflage. Et s'il combinait cela avec le coup dans le dos, laisser 7 frappes de sa compétence pouvait causer entre 6000 et 7000 points de dégâts au total. Observant devant l'écran du système, il partage que les butins laissés par les boss de rang or contiennent généralement entre 2 et 4 pièces d'équipement en argent, avec une faible probabilité d'obtenir de l'équipement en or. Grâce aux effets de la main de l'avarice, il a cependant obtenu 11 pièces d'équipement en or et des livres de compétences, ainsi que 2 pièces d'équipement en platine et un livre de compétences en platine. Il note que le butin est plutôt satisfaisant, d'autant plus que 3 des objets conviennent parfaitement à un personnage de type assassin. Par ailleurs, il reçoit une lame double du vaisseau fantôme, que le système classe comme une arme en platine destinée aux assassins. Cette arme augmente la puissance d'attaque de 136 points, l'agilité de 22 points et la vitesse d'attaque de 24%. Elle possède aussi une pénétration d'armure de 17 points, avec comme condition que le joueur soit au minimum au niveau 5, un niveau que notre protagoniste a déjà largement dépassé. Une autre notification du système précise que l'effet spécial de cette arme est que chaque attaque normale inflige des dégâts doublés. Tenant les lames en main,
Il remarque que l'effet n'est pas particulièrement avantageux pour lui, puisqu'il s'appuie surtout sur ses compétences pour infliger des dégâts. Néanmoins, la puissance d'attaque élevée de base et l'agilité supplémentaire jouent clairement en sa faveur. La vitesse d'attaque améliorée accélérera également l'exécution de ses compétences et réduira leur temps de récupération, rendant l'arme utile malgré tout, surtout grâce à sa capacité à percer les défenses adverses. Une autre notification du système lui présente l'armure de cuir aux flammes spectrales, un objet de rang or qui augmente la défense physique de 25 points et offre 50 points de résistance aux éléments de feu. Elle absorbe 14 points de dégâts et augmente la santé totale de 419 points, avec également une exigence de niveau 5. En l'enfilant, il note que son niveau ne lui a pas encore permis d'améliorer sa constitution, laissant sa santé actuelle à 350 points. Cependant, cette armure augmente considérablement ses points de vie. Il explique que tant qu'il portera cette armure en cuir, la plupart des joueurs auront bien du mal à transpercer ses défenses. Il choisit ensuite de rendre l'armure invisible, afin de conserver l'apparence d'un assassin, empêchant ainsi les autres joueurs de voir son équipement, à moins de passer par l'interface du système. Puis, il découvre un dernier butin. Une fenêtre du système révèle qu'il s'agit d'un livre de compétences, Ombre fuyante du spectre. Cette compétence passive de rang or, réservée à la classe assassin, offre un taux d'esquive de 15%, et lorsqu'elle est activée, elle confère une immunité totale aux dégâts. En observant la fenêtre, notre protagoniste déclare qu'il a enfin mis la main sur une compétence de survie digne d'un assassin. Il se souvient toutefois que, de mémoire, cette compétence est relativement faible, car dans ce jeu, augmenter le taux d'esquive est particulièrement difficile. Il explique que se concentrer uniquement sur ce taux pénalise les autres attributs, et si l'esquive échoue, cela peut mener à des situations critiques. Pourtant, il est convaincu qu'il est différent. Grâce à ses points d'évolution, il peut améliorer cette compétence à l'infini. Il précise qu'il peut renforcer son taux d'esquive sans compromettre ses autres caractéristiques, ce qui ne peut que jouer en sa faveur. Tandis qu'il prend la route du village de départ, il mentionne que le reste du butin se compose d'équipements destinés aux guerriers, aux prêtres et aux archers. Selon son accord avec Prune, il prévoit de les vendre à Wang Meng et à son équipe avec une réduction de 10%. Il admet que même s'ils ne peuvent peut-être pas les acheter immédiatement, la personnalité de Wang Meng laisse penser qu'il acceptera sans souci un paiement à crédit. Notre protagoniste repense alors à l'amélioration exceptionnelle dont il a bénéficié. Tout cela grâce à Prune, qu'il continue d'appeler affectueusement Petite Noire. Il se rend compte que sans sa chance incroyable, il n'aurait jamais croisé le chemin d'un boss de niveau 5, le vaisseau fantôme doré. Il se sent donc profondément reconnaissant. Alors qu'il continue sa route vers la ville de départ, le groupe d'imbéciles qui poursuivait Plum et l'avait coincé un peu plus tôt, rebrousse également chemin. Leur chef, tout aussi stupide que les autres, affiche une frustration évidente. Lorsque leur regard croise celui du protagoniste, la panique s'installe aussitôt. Terrifiés, les sbires s'enfuient à toutes jambes, abandonnant leur chef, qui tente lui aussi de prendre la fuite dans un mouvement désespéré. Calmement, notre protagoniste active sa compétence d'image latente. D'un air posé, il enchaîne avec sa technique de tranche instantanée de l'ombre, éliminant en un éclair tous les sbires. Ne reste plus que le chef, haletant, tentant désespérément d'échapper à son sort. Mais avant même qu'il ne fasse un pas de plus, notre protagoniste apparaît devant lui et lui barre le chemin sans effort. Pris de panique, le chef se met à supplier. Il reconnaît son erreur d'avoir attaqué Plum et promet de ne jamais recommencer. Dans un élan de désespoir, il va jusqu'à appeler notre héros « Papa », arguant qu'il lui reste moins d'une année à vivre et que mourir ici serait sa fin. Impassible, notre protagoniste lui demande s'il a déjà pensé une seule fois à son propre sort lorsqu'il s'en prenait à des gens comme Plum. Sans attendre de réponse, il utilise sa compétence de terre empoisonnée qui inflige des dégâts toutes les 5 secondes. Le chef se tord de douleur, du sang et un liquide verdâtre s'échappant de son crâne, ses cris résonnant dans l'air. Le protagoniste reprend sa route, mais bientôt, une aura rouge sent l'enveloppe. Un titre de tueur apparaît au-dessus de sa tête. Une notification système l'informe qu'en raison de ses trop nombreux meurtres de joueurs, il a atteint le premier niveau du statut de tueur. Cela signifie que s'il meurt, il perdra 75% de son espérance de vie actuelle. Mais il n'en a cure. Grâce à la cloche de feu spectrale en sa possession, il sait que même en mourant de manière imprudente,
Il ne perdra aucune année de vie. La cloche le protège. La scène se déplace ensuite vers son arrivée dans la ville de départ. Lorsqu'il désactive sa compétence de furtivité, les autres joueurs sont stupéfaits par son apparition. Certains murmurent que Shadow est peut-être de retour, après avoir vaincu un boss de rang or. Une hypothèse peut être due à une erreur de traduction de l'équipe en charge. Soudain, il croise l'une des équipes qui avait tenté de l'attaquer pendant son combat contre le monstre fantôme doré. Leur chef l'accuse d'avoir exploité un bug pour vaincre le boss en solo, ce qui expliquerait pourquoi aucun butin n'est tombé. Il s'étonne aussi que le protagoniste ne porte aucun équipement. Preuve que sa stratégie de rendre son équipement invisible pour passer inaperçu fonctionne à merveille. Voyant la colère dans les yeux du protagoniste, le chef de l'équipe tente de calmer le jeu. Il lui tend un livre de compétences d'assassin, avouant que l'attaque était une erreur. Pour se racheter, ils ont même sacrifié une partie de leur propre espérance de vie pour acheter le livre. Il lui propose de l'accepter et d'oublier l'incident. Notre protagoniste prend le livre. Une notification s'affiche. Il s'agit de la compétence empalement, une technique commune de la classe assassin. Elle inflige 20 points de dégâts à une cible unique et l'étourdit pendant 2 secondes, avec un temps de recharge de 22 secondes. Reconnaissant là une compétence de contrôle utile, le protagoniste l'accepte, puis s'éloigne. L'un des membres de l'équipe, furieux, se tourne vers leur chef, qu'il appelle Xiao Xiao. Il ne comprend pas qu'ils aient été battus par ce type, et qu'en plus, ce soit à eux de l'amadouer avec un livre de compétences. N'est-ce pas là une preuve de lâcheté? Un autre membre approuve, se demandant quand ils ont été traités de la sorte pour la dernière fois. Le premier insiste, ils devraient utiliser leur contact pour rassembler d'autres joueurs. Même un petit effort collectif suffirait à écraser Shadow. Pourquoi devraient-ils avoir peur de lui? Mais leur chef le coupe net. Il leur rappelle que Shadow grimpe en niveau à une vitesse alarmante, signe qu'il cache probablement un secret de taille. S'ils parviennent à le localiser dans le monde réel et à le capturer, non seulement ils découvriront ses secrets, mais ils pourraient aussi le forcer à rassembler des ressources pour eux, comme un esclave. En entendant cela, les autres se tournent vers Brighton, félicitant Xiao Xiao pour son plan ingénieux. Xiao Xiao propose alors que sa famille envoie une femme séduisante pour soutirer des informations à Shadow. Il remarque que la voix de Shadow semblait étrangère, ce qui laisse entendre qu'il ne fait pas partie de leur groupe et qu'il est probablement issu d'un milieu modeste. Xiao Xiao en conclut qu'il devrait engager une véritable beauté professionnelle, convaincu que Shadow tombera dans leur piège. Pendant ce temps, nous retrouvons notre protagoniste qui réussit à retrouver Plum. Avec affection, il l'appelle Petite Noire et l'encourage à accepter l'échange afin qu'il puisse partager une partie du butin avec elle. Fidèle à son sourire éclatant habituel, Plum le remercie et le corrige gentiment, précisant que son vrai nom est Grande Prune, pas Petite Noire. L'instant d'après, on la voit toute excitée, en train d'essayer les objets qu'elle a reçus. Elle s'exclame que c'est incroyablement puissant et qu'elle va vite gagner en puissance. Elle explique que la compétence et le collier qu'il lui a donné ont considérablement augmenté ses dégâts et plus que doublé sa régénération de mana. Reconnaissante, elle le remercie encore une fois, et il lui répond que ce n'est rien, lui rappelant qu'il respecte simplement leur accord. Notre héros lui demande alors l'anneau dimensionnel qu'elle lui avait promis, et elle le lui remet avec joie. Elle partage ensuite une découverte inattendue. En fuyant à travers la forêt, elle est tombée sur une caverne souterraine qui semble être l'entrée d'une ruine. Elle lui demande s'il est intéressé, et il reste un instant surpris, se demandant à quel point cette fille est chanceuse. D'abord le navire fantôme doré, et maintenant une ruine. Il comprend vite qu'il serait judicieux de se lier d'amitié avec elle. Il se demande si elle aurait partagé cette information sans recevoir les objets dorés, ou s'il avait tenté de la tromper. Avec l'anneau dimensionnel, il constate que son inventaire peut désormais contenir 27 objets. Il décide donc de la suivre dans cette aventure. Il demande ensuite à Plum si elle sait où se trouve Wang Meng. Après avoir vendu une partie du butin à elle et au reste du groupe, il prévoit d'explorer les ruines qu'elle a mentionnées. Plum accepte, mais lui précise que le capitaine Wang Meng et les autres sont peut-être occupés à former le nouveau prêtre et qu'ils ne reviendront pas tout de suite. En consultant sa fenêtre système, Plum indique qu'elle a marqué l'entrée des ruines sur la carte. Elle mentionne également des dalles de pierre dissimulées derrière des buissons, expliquant qu'elle en avait déplacé une pour se cacher en fuyant. Elle raconte qu'après avoir fait quelques pas à l'intérieur, elle a entendu des cris terrifiants qui l'ont poussée à s'enfuir aussitôt. Sans cela, dit-elle,
Elle n'aurait jamais été capturée par ces idiots. À ces mots, notre protagoniste active rapidement sa compétence d'image lanterne, devenant invisible. Il rassure Plum en lui disant qu'il comprend et qu'il se rendra immédiatement aux ruines. Il prévoit de commercer avec Wang Meng à son retour. Surprise par sa disparition soudaine, Plum le regarde s'éclipser. Nous suivons alors notre héros, qui s'approche furtivement de l'endroit indiqué par Plum. Toujours invisible, il réfléchit. À l'origine, il voulait simplement trouver un endroit pour monter jusqu'au niveau 10. Mais avec des ruines à proximité, ce n'est plus nécessaire. Il explique que dans une ville de départ comme celle-ci, il existe généralement 3 types de ruines. Des tombes, des ruines maudites et des temples de la foi. Peu importe leur nature, il sait que les monstres mineurs qui y rôdent sont tous de rang bronze et qu'il pourrait même y avoir des créatures de rang argent. À ses yeux, c'est une formidable opportunité de récolter des points de longévité et d'évolution. C'est tout pour cette partie 5.